Tu payes des impôts, t'es mal soigné, t'es mal éduqué, tu risques de te faire planter à tout moment. Là j'ai une montre Rolex, j'aime ça, je peux pas la porter à Paris en fait, parce que je vais me faire planter, je vais me faire agresser. Alors, au début, moi, j'avais beaucoup de mal. Je me suis dit, qu'est-ce que l'État, avec leur programme scolaire ridicule, vient me dire comment je dois éduquer mes enfants? Et quand tu te fais détruire par les gens, parce que toi, tu te sors les doigts des fesses pour donner à ta famille de la liberté, que grâce à cette liberté et grâce à ce travail, tu aides des gens dans le besoin, et que ces mêmes gens dans le besoin viennent t'insulter en commentaire Facebook, et à un moment, t'as envie de leur dire, bah tu sais quoi, démerde-toi. Alex, on se retrouve pour ce premier podcast, en vacances, Oui. en famille, Oui. à Stockholm. Je confirme. Il est quelle heure? Il est 15h41. Ça fait 4h30 qu'on prépare ce podcast. Exactement. Comme quoi dans la vie, il faut persévérer. Oui. Je pense qu'à un moment, on aurait pu abandonner. Oui. Mais on ne l'a pas fait. Et on va aujourd'hui faire un podcast de qualité. Exactement. Nous allons discuter autour d'une thématique qui fait polémique sur les réseaux sociaux et pas que. On va discuter de nos choix d'avoir quitté la France. Moi, il y a maintenant 6 ans. Oui. Et toi, c'est en cours. C'est dans 15 jours. Donc ça tombe à pic. On va pouvoir discuter de ça. On va discuter dans cet épisode et aussi dans les prochains, je l'espère, et évidemment d'entrepreneuriat et de la place de la famille dans l'entrepreneuriat, parce que si on fait le tour des contenus sur les réseaux sociaux et les podcasts, on a beaucoup de jeunes hommes respectables Oui. qui ont du succès et qui sont très sympas, qui donnent des conseils sur comment réussir dans la vie et dans le business, mais ils n'ont pas d'enfants. Oui. Alors que tous ceux qui le savent, qui ont une famille et des enfants, savent que le fait d'avoir des enfants change absolument tout dans nos vies et dans notre capacité aussi à réussir et à avancer. Et il faut conjuguer tout ça. Et nous, ça nous définit énormément le fait d'avoir une famille. Et d'ailleurs, on les envoyait dehors pour pas nous déranger. Voilà. Et on a un peu l'impression qu'ils rentrent Ils vont arriver dans un la moment. porte qui est derrière toi. après 4 heures de mise en place. Coucou. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de discuter de tout ça. On va discuter, toi et moi, de pourquoi on a quitté la France, qu'est-ce qui nous a vraiment poussé. On va essayer de l'argumenter. Ensuite, on va essayer de parler de où s'expatrier en 2023 pour ceux que ça intéresse, ou en tout cas pour voyager, pour ceux qui n'ont pas les plans de s'expatrier. C'est pas obligatoire de s'expatrier dans la vie pour réussir. Et enfin, on parlera de liberté, un petit plan pour être libre, même si on reste en France ou dans un autre pays, en Europe, plus précisément en Occident, sur comment continuer à bien vivre malgré les grandes difficultés, je trouve, et je pense que tu partages à mon avis les difficultés que peuvent connaître ces pays aujourd'hui, de la déliquescence économique en passant par l'effondrement moral et politique et médiatique de ces pays dont nous sommes issus. C'est ok pour toi? C'est parti. Ok. Tu veux inaugurer le bal sur pourquoi t'es en train de partir ou pas? Eh ben vas-y. Alors moi, ça fait quand même des années que je me pose la question, en tout cas dont j'ai envie. Et pour moi, c'était déjà même avant la déliquescence de notre pays, comme ce mot est très bien choisi. Merci. Toi et moi, on aime beaucoup la France. Oui. On est profondément français. Et on ne la quitte pas parce qu'on n'aime pas la France, bien au contraire. Mais dis-moi, à partir de 2017, quand notre activité sur le web a fonctionné, je me suis dit, mais c'est cool, en fait, on est libre, on pourrait aller voyager un petit peu partout et profiter du monde, voir ce qui se passe ailleurs. C'est ce que vous avez fait. Alors oui, on voyage, mais moi j'avais envie de m'installer ailleurs. Ouais. C'était plus compliqué pour ma femme Amélie, qui voulait être proche de sa famille, c'était assez dur pour elle de sortir. Donc j'ai attendu, j'ai travaillé pendant des années. Et pendant toutes ces années, notre business a continué à évoluer. Qui dit évolution dit logiquement payer beaucoup plus d'impôts, ce qui sur le principe pour moi est totalement ok, parce que on doit aussi aider ceux qui en ont besoin. Mais j'ai vu en fait l'essor des réseaux sociaux que nous on utilise au quotidien, donc avec beaucoup d'humilité, qu'on maîtrise quand même plutôt pas mal, parce que c'est notre travail tous les jours. Et les réseaux sociaux montrent quand même ce qu'est le pays. Tu vois. Et quand tu te fais détruire par les gens, parce que toi, tu te sors les doigts des fesses pour donner à ta famille de la liberté, que grâce à cette liberté et grâce à ce travail, tu aides des gens dans le besoin, et que ces mêmes gens dans le besoin viennent t'insulter en commentaire Facebook, et à un moment, tu as envie de leur dire tu sais quoi, démerde-toi. Donc aujourd'hui, pourquoi on décide de quitter
La France, bon, c'est multifactoriel. Allez, vas-y, on commence le listing. On commence le listing. Raison numéro 1. Raison numéro 1, je pense qui est quand même la plus forte, c'est l'école. Ok. Nos enfants ne vont pas à l'école. Ils sont en instruction en famille. Depuis toujours. On a testé une fois, pendant 1 mois et demi, l'école. Ça a été catastrophique. C'est-à-dire que quand j'y étais, j'ai 40 ans, donc quand j'étais gamin, ça n'a absolument pas évolué. Enfin, en tout cas, de ce que j'en ai vu. En discutant avec les instits, voilà, j'ai vu que ça allait pas le faire pour mes enfants. Ça ne l'a absolument pas fait. Alors que eux, pourtant, ils se sont dit, cool, l'école, c'est quoi? C'est apprendre des nouvelles choses. Et eux aiment apprendre des nouvelles choses. Et 2, il va y avoir d'autres enfants. Donc ça va être cool, on va pouvoir jouer et apprendre. Au bout de, 3 semaines, mon fils Arthur, qui avait 7 ans, a commencé à changer de comportement. Ah. Vraiment, il a changé de comportement, il était beaucoup plus renfermé, il s'exprimait beaucoup moins. Faire ses devoirs, il les faisait sans en avoir envie. Et nous, on lui disait, écoute, si t'as pas envie de faire des devoirs, tu les fais pas, c'est pas grave, tu vois, on s'en fout, tu vois, t'inquiète pas, je vais gérer. Non, il voulait les faire. Donc c'est que derrière, il sait que à un moment, il va être confronté seul face au problème au professeur de pourquoi t'as pas fait tes devoirs. Ouais, bien sûr. Donc il était obligé de les faire. Son comportement a changé et moi c'était terrible pour moi de voir mon fils ne plus être qui il était. Ouais. C'est-à-dire que quand tu dis de faire quelque chose, il le fait tout de suite. Non, on négocie dans la vie, tu vois. Ouais. Et moi je voulais qu'il négocie. Je voulais que il doit pas content, on négocie, on fait des trucs, voilà. Et là, il obéissait, mais comme un idiot. Et ça, j'ai trouvé ça terrible. En l'espace d'1 mois et demi, on les a renlevés. Sauf que notre cher ami président, qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas de famille, a décidé, lui, comme une envie de chier, mais c'est vraiment ça, hein, parce que j'ai un peu fouillé quand même les raisons, comme une envie d'aller aux toilettes, il a décidé de rendre l'école obligatoire pour tout le monde. C'est ce qui est quand même incroyable. Parce que ça dure depuis quand on peut faire l'instruction en famille? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est depuis toujours. Bah oui. Il n'y a pas de... Donc c'est quand même... c'est marrant parce que ce truc-là est passé comme une lettre à la poste. Alors... avec un prétexte fallacieux. Oui. Voilà. Donc c'est pas... On a débattu sur ce prétexte fallacieux, mais ça dérangeait personne. Non. Au final, de dire, bah oui, faut mettre tout le monde à l'école. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas à l'école, les enfants. Oui. Et ça touche à une liberté. 98,5% des enfants vont à l'école. Donc, quand t'es 1,5% à dire « Eh non, mais nous, on veut être libre », t'es rien, en fait. Ouais. T'es absolument rien. J'ai manifesté une fois dans ma vie. Je savais pas ça. C'était à ce truc-là. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Ça valait le coup. Bon, déjà, même le principe même de manifestation où on était 50 guignols à dire non, on veut pas de l'école, et que pour nous 50, ceux qui l'ont organisé, je suis désolé pour ceux qui l'écoutent, mais c'était ridicule. On a bloqué la route. Ah, tu fais partie de ces relous en plus qui a bloqué la route. Donc en fait, j'étais là et je disais putain, mais je disais à Amélie, mais les gens on s'en fout de nous, et pour qu'on nous écoute, on les emmerde. Ouais, en plus. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de réfléchir dans le lot, quoi? Donc on l'a fait. J'en ai pas honte parce que je l'ai fait, mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais en fait, tout ça pour dire qu'on était tellement peu nombreux que en fait les gens s'en moquent. Ouais. Les gens mettent leurs enfants à l'école. Et pour eux, ils trouvent ça ok que tout le monde y aille, quoi. Et depuis cette là, vous êtes un petit peu en sursis finalement, puisque l'inspection académique vient chez vous. Ouais. Et moi, je ne savais pas qu'ils envoyaient c'est comme des contrôleurs de la SNCF, sauf que c'est pour tamponner le dossier scolaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et mettre une amende si t'as pas rempli de la bonne case, c'est ça? Ouais, c'est un peu plus compliqué. C'est en fait tous les ans, t'as l'inspection qui vient. Donc t'as un inspecteur, t'as un conseiller pédagogique par enfant, ce qui sur le principe est plutôt ok. Alors au début, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis dit, en gros, qu'est-ce que l'État, avec leur programme scolaire ridicule, vient me dire comment je dois éduquer mes enfants? Mais moi, je trouve ça, quand tu me l'as raconté, il y a un truc que je trouvais très perturbant, c'était que l'État puisse s'immiscer à ce point dans l'intimité des gens et des familles. Ouais. Parce que on prône la France comme étant le pays des libertés. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on trouve ça normal, qu'on nous un peu c'est une descente de la Gestapo, je suis désolé, idéologique, c'est une descente de la Gestapo idéologique. Je dis ça à ta place, donc ça n'engage que moi parce que c'est pas ce que tu m'as dit, mais moi c'est comme ça que je le sens. Ouais. S'il avait fallu que des gens viennent pour taper à la porte et savoir est-ce que vos enfants pensent bien correctement comme l'État a défini qu'ils devaient penser,
Ça me fait penser à d'autres types de pays qu'on estime beaucoup moins républicains ou beaucoup moins démocrates, et pourtant c'est exactement le même message de fond. Alors, ça a évolué. Hein. Ouais. Au début, c'était pas ça. C'est-à-dire qu'ils venaient, tu fais du français, tu fais des maths. On n'a pas les mêmes visions de l'éducation et de l'apprentissage, donc en fait ils comprennent pas, mais ils respectent quand même. Moi, que mon enfant sache lire à 6 ans, c'est pas grave s'il sait pas lire à 6 ans, il saura lire dans sa vie, et il connaît beaucoup plus de choses que la plupart des enfants de 6 ans qui vont à l'école. Bon, il y a plein d'autres exemples. Donc là, il y a un désaccord là-dessus, mais à la rigueur, je peux les comprendre. Il y a un moule, il vérifie que les enfants, bon, ça passe quand même. Il vérifie surtout que les parents soient pas des idiots. Parce que non mais c'est vrai quoi, si t'as il y a forcément c'est très subjectif hein, en plus ça. C'est très subjectif, mais quand t'as quelques notions de communication, d'influence, déjà offrir un café à l'inspecteur quand il vient, ou un petit verre de whisky à 10h du matin, c'est bien. À 10h du matin, ça détend l'atmosphère. Et cette année, on a changé d'équipe. Et là, ouais, c'est plutôt la descente des écoféministes dans ta maison. Ah, son éco-anxiété était... Ah, je pense que leur éco-anxiété était... on a pris un coup, là. Et là, ça a été assez compliqué. Déjà 3 femmes. Où est la parité? Oui, c'est scandaleux. Oui, 3 femmes pour inspecter nos enfants. Donc j'étais le seul homme avec Amélie, donc forcément quand t'es un homme dans un environnement féminin, c'est toujours plus difficile, faut se l'avouer, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes codes de communication. Pour résumer, la question c'est, en gros, il est noté dans le rapport, Gaspard, donc qui est mon fils qui a 8 ans, semble avoir des idées stéréotypées sur les garçons et les filles. Quand tu m'as fait part de ça la première fois, voilà. J'étais sidéré. Voilà. Parce que quel est le rapport en fait finalement avec faire des maths et apprendre le français? Je te pose la question. On en rigole, mais en fait, on est parti finalement. Non, mais c'est gravissime en fait. Non, mais c'est extrêmement grave. Il y a d'autres choses. C'est que forcément, j'ai tapé le nom aussi de l'inspecteur qui est venu chez nous. Il est actif sur Twitter. Déjà, j'ai su que... Bon, c'est un red flag, ça, déjà. Hein. Actif sur Twitter. Oui. Bon, aujourd'hui... Maintenant, il l'est plus, tu vois, par exemple. Et bon, je veux pas donner d'éléments parce que j'ai pas envie que, voilà, d'avoir des problèmes et tout. Mais je savais que ça allait pas bien se passer. Enfin, pas bien se passer. Je savais que il allait falloir que je sois très performant ce jour-là pour pouvoir l'influencer à ma façon. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que idéologiquement, vous êtes tellement à l'opposé que t'es presque condamné par avance par ces personnes-là qui considèrent que tout ce qui sort de l'idéologie étatique doit être corrigé, supprimé, puni ou remplacé par l'expression favorite du moment. Et déjà, le premier point, c'est d'essayer de pas mettre les enfants à l'école. Oui. Ça, déjà, c'est une idéologie qui leur correspond pas. Ça rentre pas dans le moule, en fait. Okay. Donc déjà, ça commence mal. Ça commence mal. Pour eux, l'idée, c'est que l'enfant doit absolument aller à l'école. Il y a une autre idéologie, parce que nous, on fait pas ça par hasard. Hein. On s'est pas dit, on fait l'école à la maison. Ceux qui font l'école à la maison savent à quel point c'est extrêmement difficile de faire l'école à la maison. Oui, bien sûr, évidemment. Travailler avec ses enfants. C'est-à-dire que notre business, il y a nos enfants qui sont à côté. Ouais. Ah bah déjà qu'on est en vacances, là. Je te trouve extrêmement tolérante, ouais. Et Amélie, on a nos enfants. Et en fait, là, en ce moment, mon fils Noah, qui a 6 ans, pleure 2 heures par jour. Peut-être pas, mais bon, il s'exprime. Ouais. Il s'exprime. Allez, 1 heure par jour. Et du coup, on est en vacances, en fait. Ouais. Et c'est compliqué pour avancer s'il faut faire un petit peu envoyer un mail ou deux. Mais alors, à temps plein, élever les enfants et développer son business, pour moi, ça relève d'une performance exceptionnelle. Bravo pour ça. Vous êtes très forts tous les deux. Merci. Et donc, c'est étonnant que ces gens-là n'arrivent pas déjà à penser ça, quoi. Et donc, bref, ils arrivent, ils toquent à la porte. Et ils toquent à la porte. Ils toquent à la porte. En fait, on est avec l'inspecteur. Il y en a 2 qui partent avec les enfants pour les inspecter, en fait. Enfin, pas pour les inspecter, pour leur faire des exercices. Ça, c'est cohérent. Et nous, on parle avec l'inspecteur. Et exemple, l'inspecteur fait 1 heure de train par jour pour venir au travail. Et après, il prend une voiture. Et déjà, summum de la vie de merde. Je suis désolé. C'est terrible, en fait. C'est terrible. Donc, il y a quelqu'un qui vient chez nous, qui a décidé de faire un travail, qui vient de prendre en plus, qui lui demande 2 à 3 heures de transport tous les jours, et qui l'empêche de voir sa famille. Ouais. Et cette personne vient juger
si nous, oui ou non, nos enfants sont dans les clous. Ouais. Et je trouve ça... Là, c'est lunaire. Mais non, mais c'est un truc de fou, en fait. Ouais. Enfin, c'est quoi au-dessus? C'est incroyable. Et à un moment, bon, elles nous demandent ce qu'on fait comme boulot. On leur dit qu'on est entrepreneur. Voilà, et qu'on forme les gens aussi à devenir entrepreneurs. C'est-à-dire que on forme les gens à avoir une meilleure relation avec leurs enfants, donc en parentalité. Et aussi, en entrepreneuriat, on aide beaucoup de femmes à se sortir justement du salariat ou avoir une activité à la maison et vivre de leur activité. C'est un discours qui est accepté maintenant aujourd'hui, surtout depuis Oui. le confinement, parce que ça, tu l'aurais dit quand moi j'ai commencé en 2006, Ouais. on me prenait pour un gros taré, Pour un fou. pour un mytho, Ouais. pour un taré, et même mon banquier voulait pas m'ouvrir un compte en banque parce qu'il pensait que c'était un prétexte pour faire du blanchiment d'argent. Donc t'as quand même quelque part, Ouais. t'as eu de la chance dans ton désarroi. Ouais. Ouais. Oui, mais le truc qui est phénoménal, c'est que elle a eu besoin tout de suite de se justifier Sûr. sur le fait qu'elle n'était pas entrepreneur. Ah, ok. Ah, c'est marrant. Ouais, parce qu'en fait, je leur ai dit, en fait, c'est parti du fait que, bon, quand ils auront le bac, elle me dit un truc comme ça, pour le bac, ils devront machin. Et je dis, bah non, moi, je vous arrête, il est pas du tout obligatoire que mes enfants aient des diplômes. Ils en auront s'ils veulent, mais s'ils en veulent pas, voilà, c'est total, ils en auront pas. T'es un petit coquin, hein. Est-ce que tu sais que quand tu leur dis ça, que tu les fais bugger? Parce qu'ils savent qu'ils arrivent en territoire martien, tu vois. Et Ouais. en plus, toi, tu fais même pas l'effort de parler leur langage, tu rajoutes un petit cours de martien. Alors, je veux quand même leur montrer en tirant un petit peu, je lâche, je donne du mou et je lâche je montre quand même que, en fait, la discussion va pas se passer là, elle va plutôt se passer dans cet endroit-là. D'accord. Donc ils sont obligés de faire un effort. Et elle me dit, ah oui, mais comment ils vont faire sur le marché de l'emploi? Et je dis, mais en fait, moi, mes enfants, ils iront pas sur le marché de l'emploi. C'est eux qui vont employer. Ouais, exactement, c'est exactement ce que je lui ai dit. C'est eux qui iront se servir sur le marché de l'emploi. Et là, elle me dit, mais tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ce qui est vrai. Oui, ce qui est vrai. Sauf que mes enfants, bon, en grandissant dans une famille d'entrepreneurs, je pense qu'ils mettent quand même toutes les chances de leur côté pour devenir entrepreneurs. S'ils veulent pas le devenir, chose qui m'étonnerait énormément, ou à moins qu'ils aient une passion pour un métier, ils feront bien ce qu'ils veulent, mais j'en serais très étonné. Et là, ils sont déjà créateurs de contenu à succès. Déjà, ils ont Instagram. ils ont déjà ils ont déjà un compte Instagram. Je dis que mes enfants seront entrepreneurs et que même si tout le monde peut pas le devenir, ça s'apprend. Et là, au lieu, en fait, de parler du sujet de nos enfants, elle a eu besoin de justifier le fait que elle, en tant que fonctionnaire, elle ne peut pas entreprendre. Que, en fait, elle est passionnée par son métier de l'éducation. Mais c'est très bien. Et ce qui est très bien. Et là, ce qui me pose problème, c'est que, en fait, t'es pas venu pour parler de toi, inspectrice, t'es venu pour parler de mes enfants. Donc, si tu veux qu'au niveau de son mindset, bah, il y a beaucoup de travail. Ouais. Énorme. Mais est-ce que c'était pas aussi une petite connexion un peu, pas émotionnelle, mais de courtoisie avec toi pour échanger et ça aurait pu être utile. Sinon, c'était une contre-argumentation en territoire hostile. Non, j'avais une Josiane à la maison. Ah, une Josiane à la maison. J'avais une Josiane à mais gérer. j'essaie de faire l'avocat du diable. Oui, c'est ça. Mais non, il faut leur laisser une chance parce qu'on va tellement les défoncer dans la suite de cet entretien qu'il faut quand même qu'on montre qu'on est des gentils. Non. Alors, par contre, ils sont très gentils. Oui. Non, mais le vrai problème, ils ont trop de croyances. Parce que, en fait, ils prennent leur télécommande et ils l'allument. Et il y a un écran qui est devant eux et ils consomment ce contenu. Et puis, une fois qu'ils ont fini de consommer ce contenu, quand ils prennent leur téléphone, ils vont sur Twitter. Alors maintenant, ils y vont plus. Alors, je sais pas trop où ils sont passés. Pourquoi c'est interdit Twitter maintenant là-bas? Non, mais en fait, maintenant, c'est devenu... Ah, bah c'est Elon Musk. Depuis que c'est racheté par Elon Musk, ils y sont plus. Hein. Ok, c'est El Diablo. Ah oui, ils ont fui parce que Elon Musk, c'est contre la liberté. Ah oui. Et donc, eux sont pour la liberté. Donc, eux, bah, ils continuent, bien évidemment, à lire Télérama. Et Libé. Libé, voir l'humanité pour les plus dégringos. Et bah, ça peut pas bien se passer pour eux, quoi. Ouais. En fait, ils peuvent être que tristes. Et du coup, ça donnait quoi cette petite inspection? Alors, parce que là, on en est à pourquoi tu t'installes à l'île Maurice. Premier point, et certainement le plus important, l'éducation. Donc, il faut bien savoir qu'est-ce qui s'est passé, Fabien. Quelle note, quel rapport? C'est quoi le rapport final? Alors, enfin, je vais essayer d'abréger, mais je pourrais en parler pendant des heures tellement que c'est phénoménal. Ils ont 3 mois pour te donner leur verdict. Parce qu'en fait, ils peuvent décider de dire, bah, on n'est pas satisfait de vos enfants, ils devront retourner à l'école. Voilà, merci, au revoir, signé ici et retour à l'école. Donc t'attends, parce que t'es quand même... en fait, tu vis chez toi, tu payes des impôts à Bâle en France, mais il y a 3 personnes qui peuvent décider de l'avenir de tes enfants et du tien. Ouais, ta famille. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si tes enfants vont à l'école, tu peux plus voyager.
T'es là, bonjour, est-ce que je peux prendre une semaine supplémentaire pour Noël? Ah non, on va faire un signalement à l'inspection, tu vois, non, mais c'est lunaire. Donc, on l'a reçu au bout de 2 mois et 28 jours. Donc, une autre Josiane à l'administration. En fait, non, j'ai le temps, moi, j'ai jusqu'à 3 mois pour l'envoyer. Donc, elle l'a envoyé au bout de 2 mois et 28 jours. C'est bon, c'est favorable, c'est OK. Soulagement. Oui, soulagement. Oui. Enfin, j'ose pas imaginer qu'il en soit autrement, mais bon. Et les écrits, tu comprends pas, par rapport à ce qu'ils ont écrit sur nos enfants et par rapport aux résultats, tu comprends pas en fait. Tu te dis ça va pas, nos enfants sont complètement idiots, quoi. Ils vont pas dans le moule, tu vois. Ils connaissent pas les valeurs de la République. Je sais plus ce que c'était sur la République parce que ils sont aussi depuis cette année à fond sur la République. Bon, je leur ai pas dit que la République c'est bien, mais moi la France c'est mieux. Oui, tu leur as pas dit? Non, je leur ai pas dit quand même. J'ai pas été jusque là, mais enfin la République c'est juste un système politique qui a 200 ans, c'est ça un peu. Voilà, qui a 200 ans et qui a pris quand même pas mal de claques. En seulement 200 ans. En seulement 200 ans, c'est-à-dire que il est arrivé par des émeutiers. Oui. Donc par des Kevin et Matteo. Oui. Qui ont décidé de choper Macron et sa femme. Et on dit, espèce d'escroc, nous on a faim, on veut manger, on veut rouler dans des BM. Ils ont décidé de leur couper la tête. Ils ont pris le pouvoir, sauf que les mecs étaient tellement abrutis qu'ils n'ont pas réussi à tenir le pouvoir. Oui. Il y en a un autre, un peu plus intelligent, qui s'appelle Napoléon, qui a débarqué, qui les a totalement mindfuckés, il a créé un empire. Il a créé un empire. Après, quand il est parti, alors j'ai plus de détails, mais c'est-à-dire que la monarchie est revenue avec Louis XVIII, Charles X. Et ça, je savais pas, c'est toi qui me l'as appris, ça. Je savais pas qu'il y avait une suite après Napoléon, la monarchie, le revival. Dommage, que c'est pas pu perdurer. Il y a eu la Deuxième République entre les deux, qui s'est fait éclater aussi. Et puis celle qu'on a actuellement est un peu fatiguée. Mais en fait, c'est qu'on a actuellement, elle date de 58. Ouais. On est en 2023, il y a Internet entre les deux. Oui. Les médias de masse, enfin. Bien sûr. Et puis 40 ans d'immigration massive. Et 40 ans. J'en fais partie. Oui. Demain espagnol. J'espère que je fais du bon travail. Je l'espère. Que j'ai bien contribué à mon pays. Plus depuis 7 ans maintenant. Hein. Désolé. Et on expliquera pourquoi. Et juste pour finir, pour aller sur l'école, pourquoi en fait c'est important pour nous, c'est que l'école en fait va devenir obligatoire en 2024 là. Oui, c'est terminé l'éducation à la maison. En fait, il faudra demander l'accord à Josiane si tes enfants, tu peux les garder à la maison. Et en fait, on a 2 ans d'historique de ce qui a été fait parce que bon, je rentre pas dans les détails, mais pour la plupart c'est depuis 2022 et en fait plus personne n'a le droit de faire l'école à la maison. Okay. C'est terrible. Donc le plan final, c'est de stopper l'éducation à la maison. Ouais. Sauf cas exceptionnel, j'imagine, d'enfants peut-être en difficulté ou autre, ou il n'y a pas quelque chose comme ça sur l'autisme, ou sur les enfants handicapés qui pouvaient continuer. Si t'es handicapé, en fait, l'école, normalement, doit s'occuper de ton enfant, mais non, mais en fait, ça marche pas. Non, garde-le ton gosse. Ouais, c'est ça. On n'a pas envie de s'en occuper. Okay. Tu vois. C'est bien ce qui me semblait. Donc, du coup, en fait, vous aviez un timing en fait qui ne en fait il vous restait que 2 ans en fait. Il nous reste cette année encore pour partir et là on a décidé de le faire maintenant parce qu'on a aussi besoin de se poser, les enfants grandissent parce qu'on voyage beaucoup à la base donc on a vu beaucoup de choses de ce qui se passe dans le monde et c'est là qu'on se rend compte aussi que la France n'est pas le pays des libertés. Comment ça, Fabien? Ouais, c'est un peu difficile de voir ce que tu nous dis là. C'est loin. Non, mais c'est vrai que c'est loin du pays des libertés. On va en parler. On va en parler dans un instant. Et voilà. Donc en fait, ça c'était, j'imagine, le déclic supplémentaire et le plus important de tous finalement, qui ont fait tomber les dominos et la suite de dominos sur votre expatriation, la dernière inspection académique et cette nouvelle loi qui consiste à donc interdire l'éducation à la maison. Et ensuite, il y a le côté entrepreneur. Votre entreprise avec Amélie s'est bien développée. Plus de chiffres, plus d'impôts. Est-ce que ça a joué aussi dans la balance de votre destination, de votre nouvelle destination aujourd'hui? Forcément. De toute façon, tu le sais très bien. Oui. Tu sais très bien ton niveau d'imposition à l'île Maurice. Oui. Tu sais très bien ton ancien niveau d'imposition en France. Qui n'a pas envie de payer moins d'impôts?
Je pense qu'il y a des gens sincèrement qui veulent pas payer moins d'impôts parce qu'ils croient dur comme fer à la répartition et à la bonne gestion financière de leur pays. Bon, on va parler de la France. Tu crois qu'il y a des gens qui... Je pense qu'il y a des gens qui croient profondément que c'est bien réparti parce que quand je fais des contenus sur Internet où je parle d'expatriation, j'en fais beaucoup sur l'île Maurice, etc. Il y a toujours un blaireau pour me dire « Oui, mais il y a la carte vitale, oui, mais t'as l'éducation gratuite, où il y a 1 heure d'anglais par semaine en 2023. » C'est-à-dire que là, j'ai vu mes petits neveux que j'aime beaucoup, que j'aime très fort, c'est pas pour bitcher, hein, c'est un exemple. Ils ont 8 ans, 9 ans, et ma fille de 2 ans et demi parle mieux anglais. Oui, ah bah oui. Oui, mais évidemment. Évidemment. Enfin, c'est pas l'école qui va... Non, mais voilà. Oui. C'est pour parler de la qualité des services. Ouais, et pareil pour l'hôpital, parce que l'hôpital et le système médical tellement vanté en France, a subi le plus grand déclassement sur ces 15-20 dernières années, fait même plus partie des 15 meilleurs systèmes de santé au monde. Il ne fait même plus partie du top 15. C'est dire où on en est, en fait. C'est qu'il vaut mieux avoir une crise cardiaque ici à Stockholm, je peux te le dire, qu'à Paris. Ah oui, non, mais c'est... pas avoir de crise cardiaque tout court, mais... On prend en chose de sa santé. Et voilà, exactement. Et donc, pour revenir là-dessus, t'as aussi le déclic entrepreneurial. Donc, tu veux pas payer d'impôts ou c'est juste que t'as fait le même constat que moi en disant, en fait, c'est pas le fait de payer des impôts, c'est le fait de qu'est-ce que ça devient et à qui ça profite. C'est ça. À qui profite le crime, Fabien. Alors, moi, honnêtement, j'ai profité de ça quand j'étais étudiant. C'est-à-dire que ma dernière année, j'avais le droit au chômage parce que j'avais travaillé avant, donc j'en suis très content. Mais pendant cette année de chômage, je suis pas resté dans mon canapé à regarder Netflix. Oui, bien sûr. Je suis en train de me former. Après on a lancé notre entreprise, on a même bénéficié des aides sociales parce que notre première entreprise n'a pas fonctionné. Alors on payait pourtant des impôts, hein, parce que tu te fais c'est-à-dire que quand ta boîte marche pas mais que tu fais quand même 604 CA, t'arroses l'État en impôts. Mais toi tu manges des pâtes et de l'eau. Donc ils te rétribuent doucement en te donnant du RSA, tu vois. Donc c'était pas une vie non plus, on n'était pas en train de rien faire, on était non seulement on touchait de l'argent de l'État mais on lui donnait beaucoup plus. Ce qui est assez difficile quand Amélie avait ses chèques au trésor public et elle voyait les montants qui étaient en dizaines de milliers d'euros et qu'elle se disait juste mais si ce chèque je pouvais le garder ça serait juste énorme. Ça te crée quand même une sorte de faut aimer ton pays quoi tu vois donc tu l'as suffisamment aimé pour le tolérer quelques années mais là ça y est c'est le grand divorce aujourd'hui. Ouais, puis en plus, on a eu les émeutes il y a quelques temps. Ça devient insupportable. C'est plus possible. Et surtout ces gens où on est sur les réseaux sociaux, dont c'est notre métier, notre travail, qui en plus viennent te cracher à la gueule parce que toi, en fait, t'as entrepris dans la vie. T'as des résultats. Forcément, on est dans un joli Airbnb, c'est sympa, on profite, on est à Stockholm, on voyage, c'est génial. Et eux disent mais regardez ces gros riches qui font un podcast avec leur discours débile, alors que nous on est en train de trimer. Mais non, tais-toi en fait, c'est nous qui trimons pour toi. Parce que toi, en fait, les aides sociales, c'est grâce à nous. Donc aie au moins la décence de pas me cracher à la gueule. Et juste la décence de me respecter. Et ça, pour moi, ça commence vraiment à devenir intolérable. Je pense que je suis pas le seul. Est-ce que tu crois qu'il y a un grand mouvement de personnes qui pensent comme nous, c'est-à-dire des entrepreneurs un petit peu fatigués de ces vraies inégalités pour le coup, de répartition, et de bosser pour une catégorie de personnes qui n'ont pas forcément envie, et de se dire stop, surtout pour ceux qui travaillent sur Internet. Parce que je fais l'observation suivante. Donc je te pose la question et on aura ta réponse en 5 secondes. Parce que je fais l'observation suivante, depuis que je suis dans ce métier en 2006, tous les grands acteurs de ce marché, c'est-à-dire on va dire, avant je pouvais dire le top 10, maintenant je peux dire le top 100, le top 1000, tous sont partis du pays. Tous. Et qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans un pays où les gens sont gentils, réellement bienveillants, et quand on est rentré, mais j'ai pris une claque phénoménale quand je revoyais la tête des gens en fait. C'est terrible de voir la tête des gens qui sont tristes et ils sont tout le temps tristes. Et en plus c'est 2021, Covid, c'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas à faire la part des choses entre le Covid et leur vie. Ils étaient moroses et je me suis dit là il va vraiment falloir qu'on trouve une solution parce que j'en peux plus. Et ça a maturé comme ça jusqu'à aujourd'hui? Ouais, ça a maturé. Moi, je pense que j'étais prêt. Amélie, ma femme, était beaucoup moins prête parce qu'elle restait près de sa famille. Mais il y a un moment, quand les choses s'ajoutent, ça s'ajoute, et tu te dis qu'en fait, à l'extérieur, alors l'idée, c'est pas de dire que l'herbe est plus verte ailleurs, parce que la France est quand même géniale, hein, c'est magnifique. Ne serait-ce que pour la bouffe, les paysages. C'est-à-dire que
quand t'as passé 4 mois à Costa Rica, tu dois le savoir en vivant l'île Maurice, le moindre camembert au supermarché, c'est incroyable. Alors que c'est un camembert industriel. Donc, faut savoir que quand on quitte la France, on quitte aussi la bonne bouffe. C'est vrai. Le bon terroir. Et puis nos bons paysages, nos bonnes campagnes. Mais je tiens à te rassurer, je crois que c'est encore plus agréable de visiter la France en tant que touriste, même en tant qu'ancien français, mais touriste quand même. Enfin, en tant qu'ancien résident, parce que t'as vraiment le meilleur, quoi. Tu gardes que le meilleur, tu fais attention tu prêtes attention à tellement savourer et à pas regarder ce qui t'a fait partir parce que tu sais que tu restes pas longtemps. Ouais. Donc c'est beaucoup plus acceptable. Toi, t'as vécu à Paris? Oui, j'ai vécu à Paris pendant une quinzaine d'années. Et j'ai fait les mêmes constats que toi, je les ai vécus différemment parce que ça fait maintenant depuis 2017 que je suis expatrié à l'île Maurice. Et d'ailleurs, toi aussi, tu vas me rejoindre à l'île Maurice. On n'avait pas dit la destination, je crois. On n'a pas dit? Pas encore. On n'a pas dit? Peut-être. Bah, en ce serait tout cas, l'île voilà, Maurice. c'est l'île Maurice. Et on va parler juste après de quelles sont les autres destinations possibles, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. On me pose souvent la question, mais pourquoi Maurice? Pourquoi pas Dubaï? Pourquoi pas autre chose? Donc on va en parler. Et donc moi j'ai fait 15 années à Paris, des plutôt belles années au départ, puisque voilà, j'étais jeune, après en couple, donc on allait dans les restaurants, les bars, on sortait beaucoup, on faisait tout à pied. Le premier arrondissement c'est ultra central, j'étais en face de la pyramide du Louvre, des arts décoratifs, en dessous des arcades. Et en fait, petit à petit, ça s'est assez détérioré, puisque j'en étais venu à un moment donné, je m'en souviens, c'est ce qui ça m'avait frappé, parce que quand je suis rentré dans l'appart, je me suis dit, mais en fait, il y a un problème dans ce pays, en tout cas dans cette ville. Pour tous ceux qui diront, oui, mais Paris, c'est pas la France, oui, mais bon, quand la capitale, c'est quand même un symbole, et quand la capitale tire la gueule à ce niveau-là, c'est jamais une très bonne indication. La température n'est pas très bonne. Ouais. Et donc, je descendais, à l'époque, on avait un chien, je descendais mon chien Léon, et je devais enjamber les vomis de Clodo, les racailles, parce qu'il y avait une boîte de nuit à côté, et les pickpockets. Voilà. Et les espèces de... C'était quand ça? C'était les années 2010, quoi, 2012, 2013, 14, 15, et plus encore, je suis parti en 2017. Et en fait, d'année en année, c'était pire. C'était de plus en plus sale, c'était de moins en moins bien fréquenté, et c'était difficile à vivre. En fait, je me suis souvenu à un moment donné, j'étais sorti, donc je sors le chien tous les jours, et en fait, en une semaine, on m'avait embrouillé déjà 2-3 fois. C'est-à-dire que des mecs sont venus t'emmerder. Voilà, c'est ça. Ok. Je me suis dit, en fait, on pourra jamais continuer comme ça, c'est impossible. Avec des enfants. Et si j'ai des enfants, ce qui est arrivé avec Noah, quand Emma était enceinte de Noah, donc en 2010, c'était en 2016. Il est né quand là? Je me souviens plus. Il est né comme Constance en 2017. 2017. Le 6 juin. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je me suis dit, mais ça ne marchera jamais. Ouais. Ça ne marchera jamais. Comment tu veux prendre ta poussette, rouler sur le vomi, les toxicos, les clodos, les lascars et les pickpockets? C'est pas possible. Donc, on avait déjà un pied à Maurice parce que mon beau-père est installé à Maurice depuis maintenant une quinzaine d'années. Et on s'est dit que c'était le bon moment. L'enfant était le déclencheur. Mon fils a été le déclencheur. Mais pour qu'il y ait déclencheur final, il faut qu'il y ait un amoncellement d'arguments, en tout cas de situations qui m'ont amené à arriver à cette situation. Et je vais te les lister. Parce que je te coupe. Pourquoi tu n'as pas fait le choix que ta famille d'aller vivre à la campagne? Oui, c'est vrai, parce que mes parents habitent dans ce qu'on pourrait appeler la campagne. En fait, ça reste toujours la France. Et je pense qu'à terme, même la campagne et les villes de province seront atteintes par un mal dont on parlera dans quelques instants, en plus du mal de l'insécurité, de la violence, etc. Ça reste la France, il y a une idéologie, on en a parlé un petit peu, de la République, les valeurs de la République, etc. Et en fait, moi, je suis en désaccord profond avec ces soi-disant valeurs de la publique, c'est trop d'émotions. C'est trop d'émotions. J'en peux plus. Je suis en profond désaccord avec ces soi-disant valeurs républicaines. Valeurs républicaines. Ouais. Pour ne pas les citer. Par exemple, l'éducation non genrée, il faut que ton fils soit d'accord dès son plus jeune âge à pouvoir être une fille s'il le décide. Tu vois, Noah peut devenir Salomé peut devenir Jean, et c'est tout à fait d'accord, c'est tout à fait ok. Tout égal à tout, il y a plus de hiérarchie de valeurs, tout est possible. Moi, ça me pose un énorme problème. Et d'ailleurs,
que des lobbies puissent influencer à ce point-là l'éducation de nos enfants et au-delà de leur éducation, leur identité, pour moi, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que pourquoi ils veulent s'attaquer aux gosses? Si vous voulez faire avec les enfants, en fait. Pourquoi cette obsession d'aller casser les couilles à nos enfants? Pourquoi cette obsession de mettre des drag queens lire des histoires cheloues à nos enfants? Je suis tolérant sur beaucoup de choses. Par contre, ne touche pas mes enfants. Et quand on a commencé à dériver là, dans ce wokisme ambiant et dans les livres, Paul porte une jupe comme étant une lecture obligatoire pour les enfants les plus jeunes. Et ça, pour moi, c'était le point de non-retour. Ne touche pas à mes enfants et surtout ne leur parle pas d'un sujet qui n'a pas lieu d'être, en fait. Qui aura lieu plus tard. Ils feront ce qu'ils vont quand ils seront en âge de s'intéresser à des sujets, des relations, de la sexualité, etc. Mais qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles à faire rentrer des gens qui n'ont rien à voir avec l'éducation, qui n'ont rien à voir avec le bien-être des enfants, dans l'enceinte des enfants, sponsorisés par la République, sponsorisés par nos impôts, pour aller nous casser les couilles à leur raconter des histoires rocambolesques et dégueulasses. C'est terrible. Mais c'est terrible. C'est ce que je pense. Alors, et d'ailleurs, tous les autres pays du monde trouvent ça normal. Alors là, on est en Suède. Donc il y a une particularité suédoise, mais ils font marche arrière. La Suède, très wokiste dans ses approches sociétales, très pro-immigrationniste aussi, font marche arrière sur tout. Est-ce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des drapeaux LGBT à tous les coins de rue? Ici, il y en a partout. Mais toi, t'as été à la Gay Pride à Stockholm. Alors, c'est pas parce que tu voulais y aller, mais parce que c'était un hasard. Et t'as pas vu de personnes avec des lanières en cuir et des masques en cuir fouetter leurs compatriotes qui se mettent à quatre pattes et qui marchent comme des chiens dans la rue à côté d'enfants en bas âge. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, ça c'est français ou américain. Mais c'est pas suédois. Non, ils ont une décence. Oui, et puis ils sont intelligents. Oui. C'est-à-dire que notre avis de base sur le LGBT, qui est un mouvement politique en fait, c'est un lobby, qui représente absolument pas les homosexuels. Il y a beaucoup d'homosexuels qui se retrouvent pas dans ce délire parce que c'est un délire. En Suède, il y a quand même une différence, c'est que les gens, en fait, c'est plus pour les homosexuels, c'est-à-dire que ils sont ok pour dire prenons soin des homosexuels. Oui, bien sûr. Sur le principe ce qui est très bien. Ok, bah oui. Oui, alors tu fais bien de préciser ça parce que effectivement, si on prend ce podcast à froid, ça peut faire mal, ça peut gratter, ça peut choquer. Il est évident que je parle pas des homosexuels. Oui. Il est évident. Et de toute façon, en fait, pour moi, c'est tellement évident, mais que je dois quand même le dire, ça me paraît grotesque. De toute façon, la sexualité est une affaire privée et on n'a pas à y mettre le nez dedans. C'est tout. Et donc, on est libre de toute sexualité dans le cadre, évidemment, de la loi, du respect d'autrui, etc. Mais on devrait pas le dire, mais bon, je le dis quand même. Tu sais qu'il y a même, j'ai été vérifié, il y a financé par la Santé publique France pour apprendre la sexualité aux jeunes enfants. Ils peuvent découper des formes, tu vois, et mettre en levrette les deux formes pour apprendre ce qu'est en fait la sexualité. Voilà. Pour moi, c'est la République. Ouais, c'est ça. Voilà pour moi. Mais tu sais, quand on parle des valeurs de la République, il y a beaucoup de gens sur Internet qui les prennent au premier degré et qui en sont fiers. Pour moi, c'est honteux, en fait. Et pour moi, ça, c'est vraiment la nouvelle République, nos pays soi-disant évolués et démocratiques. Ce genre de choses, c'est une ignominie. Et je trouve ça scandaleux. Il faut aussi qu'on précise que quand on dit la République, ce n'est pas la France. Non. C'est-à-dire qu'on aime la France, mais on n'aime pas ce que les gens qui sont au pouvoir en fond. Exactement. J'aime profondément la France, j'aime profondément mon pays, et j'y suis tellement attaché que je n'arrive pas à accepter. J'arrive pas à articuler. J'y suis profondément attaché et à tel point que je n'arrive pas à accepter là où on est en train d'aller. La descente française m'est insupportable. Elle n'est pas à la hauteur de notre histoire. Elle n'est pas à la hauteur de son peuple. Elle n'est pas à la hauteur de sa destinée qu'elle est censée avoir. Et tu penses qu'elle aura quelle destinée? Moi, je suis très pessimiste quant au futur de la France. Après, je suis pas un expert en la question géopolitique, économique, politique, etc. Mais de ce que moi j'observe en tant qu'entrepreneur sur Internet, ce que je vois, c'est que toutes les personnes comme moi, elles quittent le pays. Et ceux qui n'ont pas encore quitté le pays, c'est parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants et ils n'ont pas vu à quel point ça leur fera mal à eux et à leur famille d'y rester. Parce qu'aussi, là on parle des lobbies qui n'ont rien à faire dans des écoles, mais il y a aussi le programme, le programme de l'éducation. 1 heure d'anglais par semaine en 2023. 1 heure d'anglais par semaine, voilà, en primaire.
Ok. Donc là, on va s'arrêter là. On a parlé de ton inspection académique, etc. Donc de toute façon, je n'étais pas raccord avec ça, et il fallait trouver une autre façon d'opérer pour mes enfants, mes futurs enfants. J'en ai 2 maintenant, Lila et Noah, et ça allait pas le faire en France. De toute façon, moi, j'ai jamais trop aimé l'école, même si je trouve que c'est une chance pour grand nombre, c'est aussi une malédiction pour certains, et on a tendance à les oublier. Je suis pas Tes enfants vont à l'école? Ouais, ils vont à l'école. C'est pour ça que je tiens à préciser, parce qu'on a une approche différente du sujet. Je suis pas du tout anti-école. Je suis contre la médiocrité, et je suis contre le fait de vouloir nous faire rentrer dans des moules idéologiques et nous dire, tiens, ça c'est bien de penser comme ça, et ça c'est mal de penser comme ça. Et si tu penses pas comme ça, si t'es pas pro, on l'a dit, LGBT, pro climato-anxieux, pro machin, etc. Il faut pas aller sur Twitter maintenant que c'est Elon Musk, etc. C'est insupportable qu'on dise ce qu'on doit faire et ce qu'on doit penser. C'est insupportable, en fait. Donc Elon Musk, il est pas plus facho qu'un autre. D'accord? Il est pas plus facho que le mec qui dit vive la République avant que vive la France. Suivront ceux qui me suivent. Voilà. Donc, non. En fait, il faut arrêter ces conneries. Il faut accepter, lorsqu'on est, soi-disant, un pays des libertés, il faut accepter, et d'ailleurs les États-Unis le font mieux que nous, même si c'est des gros déglingos, il faut accepter tout type de discours, en fait, contradictoire. En fait, il faut accepter que des gens comme nous prennent la parole, il faut accepter que les autres prennent la parole aussi, en fait. C'est ok. Mais maintenant, il faut être capable d'accepter ça. Et le problème aujourd'hui, c'est que quand on a un discours qui peut être apparenté à un discours, on va dire économiquement de droit ou ultra-libéral, ultra-capitaliste, comme on peut l'être, en tout cas, on pourrait s'imaginer qu'on est dedans, avec une vision dite traditionnelle de la famille, comme on pourrait éventuellement l'être, et ben, on est dans une situation aujourd'hui où on n'a plus le droit à la parole, en fait. Et on peut même être montré du doigt comme étant les fachos d'extrême droite, toutes ces personnes, etc. Ah bon, on est censuré, hein. Oui, bien sûr. Et il faut toujours se demander qui censure. En fait, on pense qu'il y a un organe d'État qui dit je censure un tel, il a pas le droit de parler. Mais en fait, non, c'est les gens qui se censurent entre eux. C'est le même phénomène que dans la Seconde Guerre mondiale. C'est s'il y avait comment on dit, le mot m'échappe. Délation. Délation.fr, ça ferait un carnage monumental. Ce serait le premier site avant Google. Non, mais c'est quand même phénoménal. Bien sûr. Et on l'a vu avec le Covid. C'est-à-dire que si les gens n'étaient pas comme les autres, s'ils n'avaient pas pris leurs 4 doses, s'il y avait eu délation.fr, on leur aurait dit, hey, mon voisin, il met en danger les autres. Bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez voir si ça se passe bien? Après, le Covid, c'est un point particulier parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas fait mieux. D'ailleurs, à Maurice, c'était pas forcément mieux. Mais en Suède, c'était beaucoup mieux, par contre. Ah bah, visiblement, les retours qu'on a en Suède, tout y avait été. J'y étais. Bah, il y a pas de masque, pas de passe, tout était normal. C'était même, à un moment donné, il y avait encore question de fermer tout en France, etc. On était à un buffet de Noël, où tout le monde se servait, tout le monde touchait les mêmes couverts pour se servir. C'était une scène ubuesque à l'époque. Même moi, qui ai résisté tout au long de cette crise, moi, ça m'avait choqué. Je me dis, oh, les mecs, ils sont dans un autre délire, quoi. On peut toucher les mêmes couverts, on peut manger côte à côte et se postillonner dessus sans aucun problème. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais t'es con, c'est la vie, ça, en fait. C'est la vie normale. Et donc, tout le monde a oublié, hein. Il y a Men in Black qui sont passés, ils ont appuyé sur le bouton, tout le monde a oublié cet épisode. C'est phénoménal. Bref, on en reparlera une autre fois. Mais bon, pourquoi j'ai quitté la France? Donc, il y a eu, effectivement, il y a le côté sécuritaire. Donc là, ça part complètement en couille, hein. D'ailleurs, là, depuis, il y a eu quelques semaines avant, il y a eu des émeutes qui ont coûté pour plus d'1 milliard d'euros, des gens qu'on accueille qui pissent dans les cages d'escalier, qui taguent, qui deal et qui vont racketter la veuve et l'orphelin. Voilà, donc c'est catastrophique. Donc c'est pas tout le monde évidemment, hein, c'est une minorité parasitaire, mais en fait elle est tellement parasitaire dans son approche que ça pollue tout le monde en tout temps, et je ne veux pas en fait en faire partie. Je veux pas faire partie des dommages collatéraux de ces décisions qui ont été prises par nos dirigeants et qui nous amènent à avoir une vie de merde en fait. En fait, tu payes des impôts, t'es mal soigné, t'es mal éduqué, tu risques de te faire planter à tout moment. Là, j'ai une montre Rolex, j'aime ça. Je peux pas la porter à Paris, en fait, parce que tu vas me faire planter, je vais me faire agresser. Ah, tu l'enlèves à Paris? Ah, bien sûr. Quand je vais à Paris, j'enlève ma montre. T'enlèves ta montre? Bah, évidemment. Évidemment. D'accord. Tu n'es pas au courant qu'il y a des gangs spécialisés dans les montres de luxe qui te défoncent le crâne par derrière avec leur casque de scooter ou qui te plantent avant de te parler et ils te détroussent de ta montre.
Ok. Non, mais c'est la France, ça, monsieur. C'est la France Pas de Kevin oublier. et Matteo. Exactement, la France de Kevin et Matteo. Putain, c'est terrible. Et c'est quelqu'un issu de l'immigration qui te dit ça. Moi, Mais j'ai jamais bon. mis des coups de casque à des gens dans la rue pour leur prendre leur montre. Ouais, non, mais J'ai jamais dit du shit, jamais pissé dans les cages d'escalier, et jamais tagué dans les tours dans lesquelles mes parents, mes grands-parents ont vécu. Quand ils sont arrivés en France, ils étaient fiers, ils trouvaient ça beau, et ils ont fait honneur, ils ont travaillé, et puis ils ont monté peu à peu dans l'ascenseur social. Et le famoso ascenseur social qui existe quand on a décidé de se bouger le cul. Moi, j'ai très peu pris dans les aides de l'État, mais je trouve que c'est très bien. Je suis pas du tout anti-aide, je suis pas du tout anti-impôt, je trouve ça très très bien. Mais en fait, je suis contre le gaspillage et je suis contre la gestion de merde. Ce que je vais dire va nous poser des problèmes peut-être. Mais en fait, je vois pas comment c'est possible que des fonctionnaires gèrent des fonds. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été abreuvés d'argent magique toute leur vie, ils ne savent pas le coût de l'argent. Ils ne connaissent pas le coût de l'argent. Ouais. Chaque entrepreneur sait le coût de l'argent. Et quand tu sais le coût de l'argent, tu sais aussi le gérer au centime près. Et pas aller mettre un god gigantesque place Vendôme, par exemple, avec l'argent public. Mais en fait, ce que les gens savent pas, c'est qu'on est quand même dans un régime quasi communiste. Les gens qui vont écouter ce podcast vont dire, mais ils sont lunaires. Mais en fait, il faut juste regarder les faits. C'est quoi le régime communiste ? C'est tu prends de l'argent à ceux qui en gagnent pour mettre tout le monde à égalité. À partir de quand, nous, c'est différent ? Oui. Parce que même c'est-à-dire que si t'es entrepreneur comme nous, donc t'es infopreneur, ton entreprise paye de la TVA, ensuite, tu vas payer de l'URSSAF sur ton salaire, sur le salaire de tes employés si t'en as. À la fin, tu vas payer de l'impôt sur la société. C'est ton argent avec ton entreprise. Ensuite, tu vas jusqu'à payer de l'impôt sur le revenu. Et tu peux monter jusqu'à la tranche phénoménale de 45%. Ouais. Ce qui fait que quelqu'un qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent, et si ces personnes gagnent beaucoup d'argent, tant mieux pour elles, à un moment, elle donne quasiment la moitié de ce qu'elle gagne personnellement, sans compter son entreprise, aux autres. Bien sûr. Pour le donner à des gens qui vont détruire, pas tout le monde, bien évidemment, on va pas tomber dans la caricature, mais on est dans un régime quasi communiste. Oui. Je pense que c'est une bonne définition. Et en fait, moi, je crois pas en l'égalité. Mais non, mais l'égalité, dans la nature, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité, et j'ai pas envie d'être à égalité, en fait. Et j'ai pas envie d'être à égalité parce qu'en fait, je mène une vie qui m'empêche d'être à égalité. Parce que je travaille, et j'ai travaillé suffisamment dur et intelligemment tout au long de ma vie pour faire partie, évidemment, du top 1% entre guillemets des revenus et du pouvoir d'achat et ce que tu veux, de liberté, etc. C'est un choix conscient et c'est des actions conscientes qui ont été menées pendant j'ai commencé en 2006, 17 ans. Donc il est absolument normal qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui soit aux antipodes de ce que la majorité des Français ou autres puissent avoir. Et c'est tout à fait normal, en fait. Et les gens n'arrivent pas à accepter ça. Et donc, effectivement, dans un régime communiste qui veut prendre à tout le monde pour redistribuer à tous, et le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus inégal que ça, parce que les gros taffeurs, au final, sont spoilés, et les minorités, j'espère, une grande partie en seront heureux et ça leur servira, mais malheureusement, il y a une minorité qui ne jouera pas le jeu, et qui, pour eux, ça ne sera jamais assez, et ils continueront à cracher sur le pays qui les accueille et qui les nourrit. Et indirectement nous. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est sur l'avenir, parce que suffisamment de regarder comment finissent les régimes communistes, pas très bien. Pas très bien du tout même. Pourquoi ? Parce que pour avoir un régime communiste, il faut avoir un régime qui soit dans les 30 glorieuses. C'est-à-dire où ça produit, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de valeur, on peut redistribuer. C'est-à-dire que les riches, même s'ils payent beaucoup d'argent, ils sont à peu près OK, parce que de toute façon, ils en gagnent toujours plus, et ça va. Et vu qu'on est quand même dans un truc de plein emploi, même ceux, en fait, il y a du travail pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire que même ceux qui foutent rien, qui veulent rien foutre, il y a tellement de gens qui se bougent que, ils suivent le mouvement. Un grand dirigeant communiste que les gens connaissent peu, et j'ai expliqué en fait cet exemple hier à mon fils Arthur, qui me demandait en gros c'est quoi le communisme. Et donc je lui explique ce qu'on vient de voir. Et je lui explique que ça finit toujours dans un bain de sang. Et c'est fou qu'aujourd'hui, on accepte encore le PC français. C'est-à-dire que le Parti communiste français, c'est terrible quand on voit l'histoire. Pol Pot, donc dirigeant cambodgien,
après la Seconde Guerre mondiale, qui a fait ses études en France, au Parti communiste français et compagnie. Et t'as bonne école, visiblement. Excellente école. Je sais pas si t'es allé à l'école du moment des Cohn-Bendit. Je sais pas trop. Des gens. Tu sais qu'on peut dire maintenant le pédophile Cohn-Bendit sans être attaqué. Ah oui. Il y a un mec qui a dit le pédophile Cohn-Bendit. Cohn-Bendit l'a attaqué et en fait il a perdu. Alors on peut pas prouver qu'il est pédophile, mais on a le droit de le dire. Ok. Bref. Donc je ne sais pas si c'était à cette époque-là. Mais le mec, il est rentré dans son pays, il a massacré un tiers de sa population. 2 millions de morts sur 6 millions de Cambodgiens. Voilà. Bravo. Merci le communisme. C'est terrible. Et même moi aussi, étudiant qui était à l'école, on était pro-Union européenne. Quand il y a eu, quand les Français ont voté non au référendum, là, je sais plus en quelle année, contre l'Union européenne, enfin contre, je sais plus quoi, la Constitution, j'étais abattu. T'étais pas bien. Ah mais non, j'étais abattu, mais je me suis dit, mais c'était terrible en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Aujourd'hui, tu penserais différemment. Aujourd'hui, tu te dis, putain, quand t'es jeune, en fait, t'es très vulnérable. Donc c'est-à-dire que on doit protéger nos enfants, comme tu l'as dit, de toutes les idées là qu'on veut leur mettre dans la tête. Nos enfants peuvent les accepter comme des vérités. Et ça peut continuer jusqu'à 20, 25 ans. Quand tu commences à avoir la trentaine, que ton cerveau est enfin formé, que tu commences à avoir des enfants et que tu as des responsabilités à gérer, c'est-à-dire que tu n'es plus toi la petite princesse à s'occuper de toi, et en fait tu es responsable d'un être vivant et de son bien-être, tu fais un cap au niveau mental qui est incroyable. On arrive là à un sujet qui va être clé, je pense, dans la plupart de nos podcasts et qui manque cruellement aujourd'hui dans le paysage audiovisuel Internet, c'est que on parle pas assez justement de ça, de la famille dans le business et de le fait d'être parent, parce que c'est bien joli de faire des reels inspirants avec la Lambo et le penthouse à Dubaï, mais effectivement, si t'as pas passé ce cap fondamental dans la vie d'un être humain, t'as loupé quelque chose d'important, et de toute façon, c'est difficile de se permettre de donner des conseils, ou en tout cas de donner une voix quand il manque une partie de ce supplément d'âme que ça nous donne. Mais d'ailleurs, on fait aussi ce podcast pour donner une autre vision de l'entrepreneuriat. Oui. Parce que quand tu regardes uniquement les jeunes qui le font, et qu'il y en a qui ont beaucoup de talent, hein, bien évidemment, qui font beaucoup d'argent, et bravo à eux, il manque une équation incroyable, ce sont les enfants. Ou ne serait-ce que la vie perso, la famille. Et c'est terrible pour les gens qui regardent, parce que un être humain, enfin un père comme nous, il n'y a rien de plus important que sa famille. Et que quoi qu'il arrive, le business passera en fait en second. Bien sûr. Et puis c'est injuste pour ceux qui vont consommer ce contenu et se dire mais je suis pas à la hauteur. Regarde, je vais mettre des faux prénoms pour pas me gourer. Regarde Juliette, elle fait 1 million d'euros ou 2 millions d'euros voilà, par an en partant de zéro en seulement 6 mois. Et toi, quand tu galères, que t'es un papa ou t'es une maman et que c'est dur, etc., tu dis mais attends, je comprends pas, l'autre elle a 22 ans, elle enchaîne les millions, moi je suis une merde. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand hier, Noah c'est une crise de pleurs pendant 1 heure, bah, je l'ai pris dans mes bras pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, il est redescendu, il a repleuré, on a refait la même chose, hier pareil, et ça bouffe énormément d'énergie, énormément d'émotions, et pendant ce temps-là, évidemment, tu vas pas faire du hustle dans ta chambre à faire un webinar. Évidemment que non, en fait. Et ça, c'est occulté, putain, il y a rien, en fait. Comment c'est possible? Et c'est important qu'on ait ces conversations et qu'on continue à les avoir pour aussi rassurer les gens, parce qu'on va parler de nos galères, là, on fait un peu les malins, on fait nos sociologues, on fait nos entrepreneurs expatriés, mais je pense que dans d'autres épisodes, on rentrera dans les vraies difficultés aussi qu'on a eues, et Dieu sait qu'on en a eu et qu'on continue à avoir de manière quasi quotidienne. Évidemment. Et on en parlera. Je pense que c'est important de remettre un peu de réalité dans tout ça. Voilà. Et en synthèse, pourquoi j'ai quitté la France? Bah, pour ces raisons-là. Et aujourd'hui, je suis installé à l'île Maurice, et c'est extrêmement intéressant de voir à quel point la France a une proposition, je vais parler comme un marketeur, a une proposition de valeur anormale par rapport à tous les autres pays du monde. C'est-à-dire que c'est un pays qui est de moins en moins fier de lui-même. Mettre un drapeau dans son logement aujourd'hui en France est vu comme un acte extrême. Il y a un putain d'énorme drapeau dans le jardin, là où on est à Stockholm. Il est énorme, c'est pas un truc public, c'est un pylône privé. Il fait, je sais pas, 20 mètres de haut. Et un énorme drapeau suédois. Et ça, c'est normal. Tu fais ça en France? T'es mort. Je pense que ta maison elle est taguée. Ou on te la brûle. Ah bah oui. À Maurice,
si tu oses brûler un drapeau mauricien, on t'emmène gentiment en cellule, et si t'es étranger, à l'aéroport. Ouais. Et tu n'en reviens plus jamais. Ouais. Ici, c'est presque un acte hype, tu vois. Je suis pas d'accord. Oui, on va le brûler, c'est de la Ouais. merde, machin. Bon, ok, mais bon, allez pas trop fort, les enfants, tu vois. Tu vois, on en est là. Ouais. Voilà. Et ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, il faut vraiment avoir vécu toute sa vie en France pour accepter ça et trouver Ouais. ça tout à fait Ouais, mais normal. oui, je pense qu'en tant que Français, on a trouvé ça comme une normalité, et c'est quand tu voyages et tu rentres que là, tu vois la différence. Ouais, ok, on comprend. Et notre pays, moi, je trouve ça terrible, hein, parce que j'adore la France. Ouais. Mais je sais que ça pue. Et c'est grave. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Maintenant, on va avancer un petit peu sur notre destination d'expatriation. Donc, on a choisi tous les deux l'île Maurice. Moi, Ouais. j'ai fait ce choix il y a maintenant 6 ans. Toi, tu viens de faire ce choix, mais tu connaissais déjà le pays. Ouais. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu n'as pas choisi... Il y en a d'autres, hein. Dubaï, Andorre très proche de la France, très bonne fiscalité, très très safe, beaucoup plus safe que même la Suisse. Ouais. Andorre, très propre. Et il y a beaucoup d'ailleurs de créateurs de youtubeurs connus qui ont fait le choix d'Andorre. Ouais. Il y a Tallinn en Estonie, il y a le Panama, il y a la Thaïlande, il y a l'Indonésie avec Bali, il y a le Costa Rica que tu connais bien aussi. Pourquoi Maurice? Alors c'est pour plusieurs raisons. Déjà, ça parle français, et ça c'est déjà un confort pour nous qui avons un anglais très scolaire. C'est très difficile en fait d'aller dans un pays quand tu parles pas très bien la langue. Alors on a beaucoup hésité avec le Costa Rica, parce que quand on y a été 4 mois, on était sous le charme du pays, on voulait vraiment aller là-bas. C'était à quelle époque? C'était en 2021. Et même après le Costa Rica, on s'est dit mais non, mais jamais on pourra aller vivre à l'île Maurice, parce que le Costa Rica est tellement extraordinaire. Et c'est un pays vraiment extraordinaire. Sauf que le ticket d'entrée là-bas est quand même extrêmement élevé. Je veux pas aller au Costa Rica pour vivre dans un bungalow. Je veux aller au Costa Rica parce que en fait, j'ai goûté le Costa Rica en Airbnb, et j'ai goûté le Costa Rica avec des villas vues sur mer et une piscine. Et en fait, je veux la même chose là-bas. Et ça, faut arriver avec 2 millions cash, que je n'ai pas parce que je t'ai donné nos impôts sur les 10 dernières années, tu vois. Sinon, je les aurais. Mais Mathéo te remercie. Mathéo, du coup, il est content. Il a pu acheter des fumigènes avec et un peu d'artifice. Des mortiers. Des mortiers. Et puis, du coup, aussi, le fait qu'il parle espagnol, que c'est beaucoup plus difficile pour nos enfants de s'intégrer, qu'il y a une communauté d'expats, mais bon, elle n'est pas aussi développée qu'à l'île Maurice, que c'est pas non plus un endroit où il y a des infopreneurs, parce qu'aujourd'hui, on fait partie du groupe social infopreneur, et on se retrouve dans les gens qui font la même activité que nous. C'est le groupe de d'appartenance de la pyramide de Maslow. On aime avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, et s'ils font le même travail, ben en fait, tu peux discuter de plein de choses. Donc c'est beaucoup plus cool. Chose qu'il n'y a pas forcément au Costa Rica. Et puis le décalage de 7 heures aussi, qui est pas forcément un avantage quand tu travailles envers la France. Ouais, bien sûr. Et Maurice présente des avantages, seulement 2 heures de décalage, 11 heures d'avion de nuit en plus. C'est-à-dire tu rentres dans l'avion, tu te couches et t'es à l'autre bout du monde. Beaucoup d'entrepreneurs français, dont vous, ce qui joue bien dans la balance. C'est-à-dire que tu peux, si tu décides de faire des réunions, je sais pas, des masterminds avec d'autres personnes, chose que je ne peux pas faire à Angers, parce qu'il n'y a pas de personnes comme moi à Angers, en fait. C'est-à-dire qu'en allant à l'autre bout du monde, j'aurais une vie sociale qui serait bien plus élevée que celle que j'ai en vivant en France. Et je pense que pour avoir une vie sociale comme à Maurice, il faudrait sûrement aller à Paris. Et encore, le prix à payer est quand même assez élevé. Donc Maurice, pourquoi pas d'autres pays, parce que l'Estonie fait froid. Andorre, parce que bon, Andorre, c'est ça dans la France, tu vois. Donc bon, puis j'aurais toujours l'impression d'être en France en étant à Andorre. J'ai aussi envie de voir autre chose. Je sais pas combien de temps on restera à Maurice. Peut-être qu'au bout d'un an, on en aura marre et on repartira, hein, et qu'on rentrera en France. Mais puis le soleil, bien évidemment. Et puis aussi la fiscalité, qui est mieux qu'en France. Bon, ça, tu vas me dire, c'est pas difficile. Mais ce n'est pas d'ailleurs... l'île Maurice n'est pas un paradis fiscal. Non. Et tout à fait. Et puis, s'il existe des paradis fiscaux, c'est qu'il existe aussi des enfers fiscaux. Bien vu. Ouais. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Écoute, moi j'y suis installé depuis 6 ans avec ma famille. Il y a eu des hauts et des bas.
forcément, quand t'arrives, d'ailleurs, c'est le pic des 1 an, généralement. Ouais. 6 mois, 1 an, tu te poses la question, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on se sent bien ici? Etc. Parce qu'au début, tout est rose, tout est magnifique. On Ouais. voit que les aspects positifs du pays. Mais je dois dire quand même que l'île Maurice, actuellement, là, à l'heure où on enregistre ce podcast, me manque. Ok. Alors que j'ai eu un petit passage à vide il y a quelques mois où ça me saoulait un petit peu parce qu'on avait essayé plus ou moins d'investir sur place, c'était mal terminé, et donc là ça y est, j'ai envie de rentrer à Maurice, j'ai envie de reprendre mes habitudes, j'ai envie d'avoir du soleil. Là on est en été, on est en août à Stockholm, on a des hoodies, on a des vestes, j'ai même mis mes chaussures parce que j'ai froid à l'intérieur. Donc ça me manque, cette chaleur, cette douceur de vivre, cette sympathie mauricienne. Le peuple suédois est un peuple très particulier, il est un peu rustre parfois, c'est des brutes de décoffrage. Pour la petite anecdote, quand je suis arrivé ici avec donc ma famille à Stockholm, à l'aéroport, il y a le taxi suédois qui me parle directement en suédois, parce que moi je ressemble quand même, tu vois, au suédois de base. Et je lui demande could you speak English please, et il me répond could you speak Swedish. Je dis ok, d'accord. Donc on a un peuple qui est excessivement gentil, accueillant, respectueux. Ça peut déboussoler, très différent du peuple français. Parfois on pourrait se dire est-ce qu'il a bien compris ce que je lui ai dit? C'est pas les mêmes références, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes expressions. C'est un pays où il fait bon vivre. Et je pense que c'est très intéressant d'aller vivre, voilà, c'est entre guillemets ses meilleures années, la trentaine, la quarantaine dans un pays pareil, parce qu'on a tout en fait. On a les services, on a une nounou, on a une femme de ménage, on a noué un lien avec elle aussi. Elles font partie intégrante de notre famille, et je dois dire que c'est super de pas avoir se poser la question du midi, parce que nous en fait on a notre bureau dans notre maison, on a une belle maison, et le midi j'ai pas à me poser la tête de qu'est-ce que je vais manger, parce qu'en fait j'ai Désiré qui travaille avec nous, qui me fait à manger en fonction de la diète que je lui ai instaurée. Quand je dois sécher un peu, je lui demande voilà du poulet, de la salade, des légumes, etc. Ça c'est fait, c'est carré. Je sais que mes enfants, une fois qu'ils sont à l'école, une fois qu'ils rentrent de l'école, il y a Catherine qui va s'en occuper, faire des activités, etc. Vont aller voir les enfants du quartier à côté. Enfin, tout est tranquille, tout est bien. On économise un temps fou, on économise une énergie folle. Ça fait 1 mois là qu'on est en vadrouille ici, en Europe, en France, etc. Je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je suis en dehors de ma routine, parce qu'il faut que je m'occupe beaucoup plus de mes enfants, alors que c'est beaucoup plus facile quand tu sais que t'as tes horaires avec tes enfants et que c'est carré. Et à Maurice, en fait, on a une vie facilité. Il faut pas s'excuser de le faire. Il faut aller chercher de l'aide, il faut aller travailler avec ces personnes, parce que je les vois, les gros rageux sur Internet, qui n'a pas honte d'exploiter des gens qui sont payés 600 €, etc. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, ils sont pas du tout exploités. Ils ont une belle vie. Oui, parce que toi, tu les payes d'ailleurs très bien. Oui, bien sûr, ils sont bien payés, même au-dessus du standard moyen. Et parce qu'en fait, ils ont un style de vie et un coût de la vie qui est bien plus faible qu'on peut avoir dans nos capitales ou dans nos grandes villes ou dans nos grands pays européens. Et je dois dire que j'aurais bien du mal quand il faudra quitter le pays, si on le quitte un jour. Je pense que oui, parce que si mes parents vieillissent, etc., il faut que je sois proche d'eux. S'ils tombent malades, j'ai pas envie d'être trop éloigné d'eux. J'aurais vu Maurice comme les plus belles années de ma vie, probablement, je pense. Donc tu n'exclus pas le fait de revenir en France? Non, j'exclus pas le fait de revenir en France pour une période de transition, je pense. Comme j'investis dans l'immobilier en ce moment en France, pour un pied-à-terre qui me servira aussi d'Airbnb, donc ça me servira de tampon s'il faut que je revienne pour X ou Y raison. Après, me réinstaller à long terme en France, j'ai quand même du mal à y croire. J'ai quand même du mal à y croire. Je pense que je choisirais effectivement un pays peut-être un peu plus moderne que Maurice pour finir mes vieux jours, mais ou alors d'avoir un pied-à-terre un peu comme la théorie des 5 drapeaux, d'avoir un pied-à-terre en France ou plusieurs, d'en avoir un à Maurice. Moi ça m'éclate très bien de garder une villa ou un appartement face à la mer à Maurice, d'avoir ma maison d'archi là que je suis en train de faire construire en France, d'avoir un chalet tu vois en Suisse, d'avoir plusieurs endroits, et puis je me fiscalise dans un endroit que j'ai décidé, et puis en fait finalement quand nos enfants seront aux études à l'étranger, parce qu'ils feront pas leurs études supérieures à Maurice, ça va s'arrêter au lycée, après il faut forcément voyager, à ce moment-là peut-être qu'avec ma femme on voyagerait énormément, et on sera sur un peu une sorte de théorie des 5 drapeaux. Et tu peux dire ce que c'est un peu la théorie des 5 drapeaux? La théorie des 5 drapeaux, c'est une théorie selon laquelle en fait il faut diluer le plus possible ses actifs et ses lieux de résidence, de société, de revenus, etc. pour être un voyageur permanent et essayer de payer le moins d'impôts possible et de vivre le plus libre possible. Plus le temps passe, moins c'est possible, j'en ai l'impression. Mieux vaut
s'installer comme on est en train de le faire très proprement et de justifier l'intérêt économique parce qu'en fait ta société est là-bas, tes employés sont là-bas, tes enfants sont scolarisés là-bas, ta résidence principale, qu'elle soit louée ou achetée, est là-bas, en fait t'es indécrottable. Bah oui. Tout. Ouais. Et puis tu payes tes impôts là-bas depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est fini, tu vois, t'existes plus fiscalement en France. Ouais. Et c'est bien normal d'ailleurs. C'est Oui. comme si en fait t'avais quelqu'un qui s'expatriait en France, qui avait tous les avantages fiscaux français, mais dans la boîte en fait serait à l'étranger et il paierait aucun impôt, tu vois. Ouais. Bah non, parce qu'il est issu de ce pays-là, bah pas du tout en fait. Si t'es en Ouais. France et que tes intérêts sont en France, etc., bah tu dois créer ta boîte en France si t'emploies des gens, etc. Alors qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent ouais mais t'es un évadé fiscal, tu payes plus d'impôts en France? Mais non, parce que je paye mes impôts. En France? Bah non, puisque je suis résident à l'île Maurice. Ok. Et que mon entreprise est à l'île Maurice. Mais Donc je suis en règle. Oui, bien sûr. Non mais bien sûr. Mais donc tu n'es pas un évadé fiscal. Bah non. Non, mais les gens ont tendance à dire ça. Mais oui, non, parce qu'ils connaissent rien. Oui, c'est ça. Parce que les gens ne savent pas, en fait. Ils ne font que répéter, parfois bêtement, parfois... Souvent. Souvent bêtement, et parfois en ayant l'impression de contribuer et de faire un geste positif, ce qu'on leur a dit. Pour eux, toute personne évadée fiscale, ce sont des personnes qui payent plus d'impôts en France. Mais c'est complètement con. Parce que si tu vas travailler à Taïwan ou aux US ou partout ailleurs, c'est normal que tu payes tes impôts là-bas, non? Puisque tu vas utiliser tous les services. C'est pareil en Suède. Si demain je m'installe en Suède, bah je vais payer mes impôts en Suède. C'est logique. C'est tout à fait normal. Et t'as dit que t'investissais en France? Oui, et je vais payer des impôts en France, tout en payant des impôts à Maurice. Parce que ton projet de maison, qui est un beau projet de maison, oui, donc qui va te faire gagner de l'argent. Oui. Tu vas donc payer beaucoup d'impôts. Exactement. En France. Et c'est tout à fait normal. Pour le coup, j'essaie pas d'échapper à ça. De toute façon, c'est impossible, c'est de l'immobilier. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai signé le terrain, parce qu'on va y faire construire une maison, on a une taxe d'accueil. Ça hop, 5000 balles. Dans ta gueule. Allez, bienvenue en France. C'est cadeau. un petit rappel. Ah, t'es revenu? Tiens, allez hop, 5000 boules. Et on parle pas d'un terrain à plusieurs millions. Donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, nous, on est bien installé à Maurice, on a nos employés à l'île Maurice, notre activité à Maurice, on paye nos impôts à Maurice depuis 6 ans, etc. Est-ce que ça fait une grosse différence dans la qualité de vie de payer moins d'impôts et d'en gagner plus pour toi? Oui, ça fait une énorme différence. Tous les gens qui disent le contraire sont des faux culs, ou sont des gens qui n'ont pas vécu cette situation-là. Parce que je peux te dire que évidemment que ça fait une grosse différence. T'es beaucoup moins stressé, tu te prends pas la tête sur ce que tu peux faire ou pas, tu peux voyager tout le temps, tu peux investir sur toi, tu peux faire plaisir à tes enfants, à ta femme sans compter. Moi, je crois que mes enfants sont les enfants les plus gâtés que notre génération familiale ait connue. Faut que je me contrôle, faut qu'on se contrôle là-dessus. On peut se faire plaisir non-stop, avoir des expériences de vie non-stop et vivre dans le confort. En même temps, c'est totalement mérité. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est sûr que quand on vit dans un pays qui est un enfer fiscal, qui est le nôtre, la France, c'est terrible parce que on travaille, on nous confisque une partie de notre travail, donc on ne peut pas jouir d'un grand confort pour le donner à d'autres. Et enfin, je vais me répéter pour une 3e fois, mais c'est ce qui m'énerve le plus. C'est qu'encore, ça aiderait des gens qui se bougent pour que ensemble, on fasse monter le niveau du pays. Ouais, c'est ça. Ouais, ce qui me rend ouf, c'est que cette maison aujourd'hui elle coûte cher, donc je peux me la payer, mais je pourrais pas aller beaucoup au-dessus parce que en fait, je dois payer le loyer d'autres personnes qui me crachent à la gueule. Ouais. Je trouve ça insupportable. En fait, l'idée de base, elle est bonne, et l'exécution, elle est vraiment à chier. Ouais, c'est ça. Et pourquoi elle est à chier? Parce que ce sont des fonctionnaires qui gèrent les finances. Ouais. J'ai déjà dit, je vais le redire. On redit. Les fonctionnaires ne devraient pas à gérer de l'argent et des finances à la même manière qu'un entrepreneur, parce que l'entrepreneur connaît le coût de l'argent, alors que les fonctionnaires et autres assistés, enfin, et autres personnes qui pourraient être assistées, je vais pas mettre les deux dans la même. Alors, les fonctionnaires, virgule, les assistés, etc. Il y a des bons assistés, des mauvais assistés, c'est comme les chasseurs. Mais c'est vrai, en plus, il y a des bons assistés, des personnes qui ne peuvent pas, en fait. Elles n'ont pas le quotient intellectuel, ou elles n'ont pas les facultés physiques de le faire. Exactement. Et il faut aider ces gens, c'est très important. Ouais. On est une grande nation, il faut être capable d'aider ses enfants les plus faibles et les plus démunis. Ouais. Et pour moi, ça, c'est très important. Mais ça vaut pas 50% d'impôts, ça vaut 15%. Ouais, bien sûr. Le reste, c'est de l'arnaque. Mais tu sais, ce qui est terrible, c'est que quand je vais à Paris, je vais pas souvent parce que j'y ai vécu aussi, mais on est vite parti, il y a des clochards partout. Mais comment, en fait, une nation comme la nôtre peut laisser ses ressortissants dans cet état-là, se pisser dessus? Mais c'est incroyable. Bien sûr. Tu vas en Hollande, ça n'existe pas. Hein. Ouais. En fait, pour être clochard en Hollande, faut vraiment faut y aller fort. faut le vouloir, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on est dans une société qui s'est affaiblie. Ouais.
qui s'est affaibli parce que l'ennemi numéro 1, c'est nous, Fabien. Non, c'est vrai. Oui, non, mais bien Les sûr. blancs de plus de 30-40 ans Ouais. qui gagnent des thunes, c'est nous, en fait, l'ennemi Ouais. numéro 1. Mais sans nous, entre guillemets, et quand je dis nous, c'est ce qu'on représente et toutes les Ouais. personnes qui nous ont précédés, qui nous succéderont, etc. Et ben en fait, c'est eux qui ont fait le pays. Ouais. Avec en étant accompagnés évidemment de nos partenaires particulières, mais quand même, en fait. Et plus on nous crachera à la gueule, et plus la société se liquéfiera, en fait. Ah bah c'est l'avenir du pays, hein. Parce Ouais. que j'ai pas les chiffres actuels de l'expatriation et de ce qu'on appelle la réimmigration, enfin les gens qui reviennent, mais il y a beaucoup plus de gens qui partent. Ouais, bien sûr. Alors pendant le Covid, ça s'est calmé parce que c'était compliqué, mais là les vannes elles sont ouvertes pleine balle, hein. Ouais, bien sûr. Et alors Mais ça c'est va pas normal. oui, bah, bien sûr que c'est normal, ça va Normal. pas se voir tout de suite parce qu'il y a quand même des gens qui ont des activités physiques et qui sont obligés de rester, et d'ailleurs qui sont encore la plupart des gens qui sont sur enfin, la plupart des gens qui amènent l'impôt sont des gens qui ont des business physiques encore, hein, des Bien sûr. industries qui sont encore présentes, mais l'intelligence artificielle va quand même faire un petit peu, je pense, évoluer tout ça. Bien sûr. Internet va prendre une place encore bien plus importante, parce que Internet, réellement, ça a combien de temps? Au niveau business, ça a 10 ans. Ouais, ouais, niveau business, ça a 15 ans max. Ouais. Voilà, donc bien évidemment que ça va prendre de la place, et qu'à partir du moment où tu as un business sur Internet, tu as une audience, tu peux partir vivre n'importe où. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris que l'intelligence artificielle n'était pas une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre eux, parce qu'ils nous disent mais oui, mais c'est super parce que ça va être l'avènement du revenu universel. Oui. Et ça y est, on arrive enfin à ce qu'on veut, donc le communisme is back, donc le communiste a toujours pas compris, toujours pas tiré les leçons de son idéologie, mais en fait ce que t'as pas compris, c'est que oui, effectivement, il y aura un revenu universel pour tous, donc tous ceux qui sont en dessous de l'IA, et qui sont incapables d'apporter plus de valeur, et donc ce sera un revenu universel, Astérix, regardez bien l'alinéa, des pauvres. Ouais. Pour les pauvres. Ouais. Tu vas pas toucher 1500 euros, Non. en fait. Ouais. Tu vas toucher un RSA. Ouais. C'est tout ce qui va se passer, en fait. Ouais. Et il y a vraiment des gens qui vont droit dans le mur, parce Ouais. qu'ils espèrent enfin, oui, il va y avoir un revenu universel, mais en fait, non. Et il faut bien comprendre, en plus, que le revenu universel, c'est une idée de merde, parce que tu vas donner à des personnes 2000 euros par mois, il y aura toujours un glandu pour finir endetté, et il y aura toujours un champion pour être millionnaire au bout de 15 ans. Ouais, tout à fait. Parce que l'égalité n'existe pas. Exactement. J'ai une petite histoire là-dessus. Ma famille, on est né dans une cité pauvre, mes parents ouvriers. Donc il y a pas plus bas au niveau revenu en classe sociale. Mes parents ont dû gagner maximum peut-être 1500 euros. Et encore, je crois que même pas mon père était à 1500 euros à la fin de sa retraite. Ma mère, ensuite, a quitté son travail, ça s'est fait licencier pour nous élever. Donc elle a touché rien. Aujourd'hui, ils ont réussi à avoir une maison à la campagne, à avoir une voiture neuve, à partir en vacances et à avoir une vie de pseudo-riche. Il y a des gens qu'on connaît, dans notre entourage également, de là où on vient, qui gagnent beaucoup plus qu'eux et qui sont des pauvres, en fait. Mais qu'essayes-tu de nous dire, Fabien? Ce que j'essaie de dire, c'est que on peut tous prendre notre vie en main. Tu vois, c'est que même si à la base on n'a pas la même chance que les autres, ben, on peut en fait en se bougeant les fesses réussir. D'autant plus que on a des outils qui nous permettent de sortir de ce déterminisme social si cher aux sociologues et à divers psys qui sont restés bloqués à l'âge de pierre, parce qu'effectivement, ils ont oublié de comprendre et d'intégrer dans leurs calculs qu'Internet rabat totalement les cartes du savoir et du déterminisme, puisque un fils de prolétaire, entre guillemets, je fais une description, oui, c'est ça. Voilà, a réussi à avoir des business et à faire des millions finalement dans sa carrière et deviendra millionnaire si ce n'est déjà grâce à une exploitation humoristique, etc. Alors que tu viens d'un milieu social qui ne le permettait pas, et moi je suis fils de commerçant, d'immigrés espagnols, mon grand-père était mineur, il tapait du charbon là, dans une mine, et ma grand-mère elle élevait des poules. Ouais. Bah oui. Donc est-ce qu'on est deux gros génies? Ou alors, est-ce que on a accès à beaucoup plus de connaissances, de savoir mixé au fait de se bouger le cul et de dire non à tous ces gens qui veulent nous rendre médiocres, en fait. En fait, je pense que la plupart des gens n'ont aucune conscience de leur capacité intellectuelle. Bien sûr. Tu sais, c'est exactement pareil que leur capacité physique. Quand on fait pas de sport, on n'a aucune conscience de ce qu'on peut faire. Et pour ton cerveau, c'est pareil. T'as Internet.
depuis des années, si tu sais pas bien l'utiliser et aller chercher l'information et que tu restes ton temps à faire du TikTok ou de l'Insta ou du YouTube, tu restes un idiot. Bien sûr. Et tu n'es pas forcément t'es pas forcément un idiot, mais tu es un ignorant. Et c'est terrible, en fait, d'être ignorant. Parce que quand tu commences à gratter un petit peu et voir que ce que nous, on peut faire, ce qui, en fait, c'est pas très compliqué, hein. Faut juste savoir persévérer et se bouger les fesses. Oui, mais ça fait appel à une valeur qui est en train de disparaître, comme tu en as fait référence tout à l'heure, parce qu'il faut du courage. Il faut du courage. Il faut du courage. Et ça, c'est une valeur qui n'a pas la cote en 2023, le courage. Le courage, le sens de l'honneur, etc. Parce que on pourrait dire que c'est des valeurs masculinistes ou des valeurs éco-terroristes, je sais pas. Mais c'est des valeurs qui marchent, en fait. C'est des valeurs qui marchent en famille, c'est des valeurs qui marchent dans le business, et c'est quand tout le monde dit l'opposé qu'il faut justement miser sur ces basiques. Et voilà, il faut faire preuve de courage, il faut faire preuve d'honneur, et il faut essayer de se rendre fier et de rendre fier les nôtres. Je pense que ça, c'est bien. On n'entend pas beaucoup parler de ça, mais profitons-en pour le faire, pour prêcher cette bonne parole avant que ce podcast soit supprimé. Fabien, qu'est-ce qu'on pourrait partager pour ceux qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas s'expatrier? Qu'est-ce qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent quand même sortir gagnants de la direction que prend ce pays? C'est très difficile. En tout cas, je pense pas qu'il y ait de réponse universelle. Il va falloir quand même leur donner des pépites. Ouais. En tout cas, je peux dire ce que moi j'aurais fait. Oui. Déjà, bon, je l'ai déjà fait, mais quitter les grandes villes, pour moi, c'est primordial. La région parisienne, je l'ai quitté il y a longtemps parce que je savais que c'est pas là où je veux voir grandir mes enfants. Aller à la campagne. La campagne, c'est quand même cool, hein. Oui. On est quand même assez préservé de tout ce délire. Pas dans les grandes villes. Il y a plein de villes aujourd'hui qui sont complètement en France, qui sont devenues qui sont détruites. En fait, En plus, tu peux avoir une grande maison. Oui, à la campagne, tu peux avoir une grande maison, ça coûte beaucoup moins cher. Bon, si tu arrives à trouver une école, parce que moi, l'école est très important pour moi. Si tu arrives à trouver une petite école de campagne, tu vois, avec des classes mélangées, avec une maîtresse ou une prof qui est là et qui est vraiment là pour le bien-être des enfants, c'est bien. Ouais. Avec un peu de bon sens et ça tourne, quoi. Ouais. Et puis après, pour ce qui sont des trucs de se faire massacrer par les impôts, c'est un abonnement, la France. Les impôts, c'est comme un abonnement à une plateforme. C'est que, tu payes l'abonnement France, il est cher. T'es pas d'accord avec tout? T'es pas d'accord avec tout, il est cher, mais même si on l'a un peu critiqué, la France reste quand même un pays extraordinaire et c'est le prix à payer pour être en France. C'est beau. Moi, je dirais en conclusion qu'il est important de développer son esprit critique, c'est-à-dire ne prenez pas pour argent comptant et ce qu'on vous dit nous maintenant, et ce qu'on vous dira aussi dans les médias ou dans d'autres supports ou sur les réseaux sociaux. Prenez ce qu'il y a à prendre, faites votre petite tambouille et vous ressortirez bien plus grandi et beaucoup plus gagnant. Attention aux gens qui veulent avoir trop raison ou vous mettre dans la bonne voie, entre guillemets. Bien souvent, ça cache des intentions néfastes. Et si je peux me permettre de partager un élément de succès qui, je pense, a joué dans ma carrière, c'est cette capacité à apprendre, comprendre, remettre en question, d'accepter qu'on ne sait pas, d'accepter de se planter et de toujours se dire qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-dedans. Ça, vraiment, c'est important. Ensuite, je suis totalement raccord avec toi. Si j'étais pas parti, je serais allé à la campagne. D'ailleurs, j'ai acheté un terrain à la campagne pour cette maison que je vais construire. Je pense qu'effectivement, on est encore assez préservé, même si tout là-haut, là, ils ont des plans pour la campagne, pour diluer les problèmes, ouais. Pour diluer les Mathéo et les Kevin. Ouais. Et ça, je pense que ça va pas bien tourner, mais ça va prendre beaucoup plus de temps pour qu'on arrive à un point de non-retour. Ouais. Je pense que d'ici là, il y aura eu un cataclysme suffisamment important pour qu'on change de modèle. Ouais. Tu vois, on va mettre Windows 2000 de côté. Tu vois, la République, c'est de la merde. Ouais. Et on repassera sur un bon Windows XP ou sur un Mac OS d'aujourd'hui. Je pense que ça sera bien. Ouais. Peut-être on sait pas ce que moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que, je sais pas si ça m'inquiète, mais on va forcément vers des moments conflictuels. Oui. Parce que quand tu vas mettre Kevin et Mathéo chez Jean-Jacques et Patrick, qui sont à la campagne et qui sont en train avec leur bêche toute la journée en train de retourner de la terre et qui vont voir leur fille se faire emmerder par Kevin, la fourche elle risque d'aller dans un fion, tu vois. Ça va mal terminer. Ou un coup de fusil supplémentaire. Voilà, ou un coup de fusil. Oui, non, mais il y a des vraies questions. Ah oui. Il y a des vraies questions. Donc, on va voir comment ça se passe.
D'autres pays l'ont réglé depuis longtemps, hein, le Japon, l'Australie, l'Afrique du Sud, c'est compliqué. Ouais, non, même pas le Japon, parce que le Japon a jamais eu ces problèmes. Oui, parce qu'ils l'ont réglé. Oui, bah, ils l'ont réglé à la source. Ouais, c'est ça, à la source. Sauf que nous, qu'est-ce que tu veux régler l'inréglable? Il y a quand même beaucoup d'étrangers au Japon et ça marche bien. Hein. Ah bon? Bah oui, Ouais. parce que en fait, ils vivent japonais. Oui, ah bah ça, oui. Bah oui. Oui. Ah mais bon. Oui, oui, enfin, c'est la base. C'est un petit détail. Oui, c'est un petit détail. Ça marche bien pour plein de pays en fait civilisés. Donc on va voir comment ça va se passer. Après, moi j'ai envie de dire de continuer à vous éduquer, Ouais. que ce soit sur les sujets de la parentalité, de l'éducation, sur l'entrepreneuriat, surtout très important parce qu'en fait finalement le levier numéro 1 d'indépendance, c'est le levier financier, puisqu'avec le levier financier vous pouvez gérer votre temps, gérer votre argent, votre famille, vos pensées, mettre de l'argent dans vos pensées pour améliorer vos pensées, etc. Donc le levier numéro 1 c'est le levier financier. Ça nous permet de plus traîner à la machine à café avec Josiane qui nous casse les couilles. Ça nous permet de plus faire ce qu'on nous dit de faire qui n'a aucun sens et ça nous permet vraiment de s'émanciper, de se faire plaisir. Ouais. Donc il faut passer par les finances, il faut passer par ça et il faut en vouloir suffisamment. Ouais. J'ai envie de dire, en conclusion, soyez un peu égoïste, pensez un peu à votre gueule. Oui, respectez évidemment notre beau pays, apportez-lui de la valeur, mais soyez quand même un petit peu égoïste, en remettant en question ce qu'on vous dit de faire, n'acceptez pas tout. On a parlé en début de ce podcast, n'acceptez pas tout, et peut-être que la vie pourra montrer des accalmies, des éclaircies, voire plus, si on décide de se prendre en main et d'être un peu égoïste pour se former. Ouais, et puis surtout aussi croire que c'est possible. Oui. Tu vois. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ça ou regarder ça qui disent que c'est trop loin pour eux, alors que c'est pas si loin en fait. On va faire en sorte que épisode par épisode, ça devienne de plus en plus possible pour tout le monde. Qui nous regarde. C'est beau. Voilà. Bon, bah, on finira là-dessus. On reste là-dessus. Ça marche. Salut Fabien. Salut Alex.